Je l'ai ruiné le lendemain de sa trahison. Il a cru recevoir un cadeau. C'était en réalité une condamnation financière. Il n'a rien vu venir. Je suis investisseuse. Je bâtis des fortunes sur l'analyse de risque. Mon indépendance est mon plus grand actif. Il a confondu ma générosité avec de la faiblesse. Il pensait que mon argent était sa ressource. L'erreur a été fatale. Nous étions dans le showroom Ferrari. Il caressait une Roma rouge, les yeux brillants, pas pour la voiture, mais pour le statut qu'elle lui donnait. J'ai souri. Mon sourire était un masque parfait. Je lui ai présenté les documents du financement. Juste une formalité, mon cher. Il a signé sans lire. Aveuglé par le luxe, il n'a pas vu mon regard glacial. Il n'a pas compris que le piège était déjà en place. Il me voyait comme sa banque personnelle, une source inépuisable. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Il a pris le stylo. Sa main tremblait d'excitation. La mienne était parfaitement stable. J'ai analysé sa négligence. C'était la fin de mon illusion. La villa de Neuilly est rapidement devenue son royaume personnel. Les week-ends, l'endroit se transformait en une annexe de club privé. Je rentrais de voyages d'affaires pour trouver des inconnus au bord de la piscine, buvant mon meilleur champagne. Il ne demandait jamais la permission. Il m'informait, après coup, avec un sourire désarmant. Il considérait ma fortune comme un acquis, une ressource collective pour son confort et celui de son entourage. Chaque dépense était une provocation. Une montre à 30 000 €, un dîner improvisé à Copenhague pour 10 personnes. Il me présentait les additions comme des trophées, des preuves de sa nouvelle vie. Je restais silencieuse. Mon calme était une arme qu'il ne comprenait pas. Je classais méthodiquement chaque facture, chaque relevé de compte. Mon banquier me posait des questions. Je le rassurais d'une voix égale. Je n'étais pas une victime. J'étais une analyste. J'observais les données s'accumuler. Chaque caprice, chaque abus de confiance était une ligne dans mon rapport final. Il confondait ma patience avec de la passivité. Pendant qu'il jouait au nouveau riche, je préparais sa liquidation. Mon sourire était son anesthésiant. Sa confiance, mon principal actif. Puis est venu le sommet de son arrogance. Il a exigé un entretien dans mon propre bureau, sur l'avenue Montaigne. Il est arrivé avec des plans d'architecte. Il voulait racheter une galerie d'art dans le Marais pour exposer ses photos. Son projet, financé par notre capital. Il a détaillé un budget délirant, balayant mes questions techniques d'un revers de main. Pour lui, les chiffres étaient un détail vulgaire. Seule sa vision comptait. Il a osé suggérer que je vende un de mes immeubles de rapport, un actif stable, pour financer son rêve instable. C'était l'ultime insulte, le sacrifice qu'il réclamait. Mon empire, construit sur la logique et la discipline, devait être amputé pour servir sa vanité. Abonnez-vous, car ce que je m'apprêtais à faire n'était pas une vengeance, mais une mesure de protection de mes actifs. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous assistez à ce procès. Auriez-vous même considéré une telle demande? Il attendait ma réponse, le regard brillant d'avidité. Il était le fils favori de sa propre fiction, et il exigeait son dû. J'ai hoché la tête. Intéressant, ai-je dit. Je vais faire tourner les projections. Il est parti, convaincu de sa victoire. Il n'a pas compris que les projections étaient déjà terminées. Le soir même, Julien célébrait. Je l'imaginais, au téléphone avec sa famille, décrivant sa victoire avec une arrogance triomphante. Il trinquait à ma capitulation supposée, à l'argent qu'ils allaient enfin contrôler. Pendant ce temps, j'étais dans mon bureau du 7e arrondissement. Un sanctuaire de silence et de contrôle. La seule lumière était celle de mon écran, projetant des chiffres froids sur mon visage. Sur le bureau en acajou, les documents n'étaient pas les plans de sa galerie. C'étaient des contrats, des relevés bancaires, des actes notariés. L'architecture complète de sa chute.
Chaque page était une brique de l'empire qu'il pensait posséder, mais que je n'avais fait que lui prêter. Le contrat de la villa à Neuilly, les garanties pour ses lignes de crédit, l'assurance de la Ferrari. J'ai tout relu, non pour hésiter, mais pour savourer la perfection juridique du piège. Ma tolérance n'était pas un sentiment, mais un calcul de risque. Il était un actif volatile, amusant au début, mais devenu dangereusement instable. Sa demande de vendre un de mes immeubles n'était pas une insulte. C'était une alerte de marché, le signal qu'il fallait liquider la position avant qu'elle ne devienne toxique et ne contamine le reste de mon portefeuille. Il avait cessé d'être un luxe pour devenir un passif. J'ai ouvert le dossier final, préparé par mon avocat. Un document unique, une révocation globale de toutes mes cautions et garanties. Une seule signature pour tout effacer. Le poids du stylo dans ma main était dérisoire comparé au poids de sa future dette. Il n'y avait aucune émotion, juste l'exécution clinique d'une décision d'affaires. J'ai signé. Le trait d'encre était net, précis, irrévocable. J'ai ensuite scanné le document et l'ai attaché à un nouvel email. Le destinataire, mon banquier privé. L'objet, exécution, contrat 8 B742F et annexe. Le message ne contenait qu'un seul mot. Procéder. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le point de non-retour n'était pas un cri. C'était un simple clic dans le silence de la nuit parisienne. L'ordre était restauré. Le lendemain matin, le silence de l'appartement était une anomalie. D'habitude, il était rempli par le bruit de sa machine à café, de ses appels matinaux. Mais ce jour-là, l'air était lourd, immobile. Je suis restée assise dans le salon, un expresso à la main. Je n'attendais rien. J'observais. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, dessinant des rectangles de lumière sur le parquet. Tout était exactement à sa place. Une scène parfaite, figée avant l'impact. Il est descendu vers 9 heures, un sourire radieux sur le visage. Il portait une chemise en soie qu'il n'avait jamais mise. Il se sentait déjà propriétaire de sa galerie. Il s'est servi un café, m'ignorant presque. Il fredonnait. Le son était une dissonance aiguë dans mon sanctuaire. Il parlait de notre avenir, des vernissages, des artistes qu'il allait découvrir. Chaque mot était une confirmation de la justesse de ma décision. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement hoché la tête à des moments stratégiques. Mon silence était une toile de fond sur laquelle son arrogance pouvait se peindre en couleurs vives. Il ne voyait pas le vide derrière mes yeux. Il ne sentait pas le froid qui émanait de moi. Pour lui, j'étais une simple formalité administrative, la gardienne du coffre-fort. Il n'avait pas compris que le coffre était déjà vide et que la clé avait été jetée. Il a passé 1 heure au téléphone sur la terrasse. Je l'entendais rire, promettre des invitations, organiser un dîner pour fêter son nouveau statut. Il parlait à sa famille, à ses amis. Il leur décrivait la galerie, l'avenue Montaigne, l'argent qui coulait à flots. Mon argent! Chaque rire était un clou de plus dans son propre cercueil financier. Je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé s'agiter, parader, se consumer dans une gloire qui n'existait déjà plus. C'était fascinant. La dernière danse d'un homme qui ne savait pas que la musique s'était arrêtée. J'ai fini mon café. Le goût était amer, parfait. L'ordre était en marche. La chute n'était plus une question de « si », mais de « quand ». Et le « quand » était imminent. L'après-midi, il a étalé les plans de l'architecte sur la grande table de la salle à manger. Il m'a fait signe de le rejoindre. Son ton était celui d'un PDG s'adressant à son assistante. « Alors, Adrienne, j'ai pensé qu'on pourrait abattre ce mur, pour créer un espace plus... fluide. » Il traçait des lignes imaginaires avec son doigt, le regard perdu dans sa vision. Une vision payée par un capital qui n'était plus le sien. Il parlait de marbre italien, d'éclairage sur mesure, d'un budget qui avait doublé depuis notre dernier entretien. L'ironie était presque palpable. Il construisait son château de cartes sur une table que j'avais déjà retirée.
C'est une dépense considérable, Julien. Ai-je répondu, ma voix parfaitement neutre. Je testais sa réaction. Il faut savoir investir pour réussir, chérie. Tu devrais le savoir. Il a eu un petit rire condescendant, comme s'il m'apprenait les bases de mon propre métier. Il était magnifique dans son ignorance. Il était convaincu d'avoir pris le contrôle, non seulement de mon argent, mais de ma volonté. Il me voyait comme un actif à gérer, une ressource à optimiser pour son propre bénéfice. Je suis restée debout, les bras croisés, observant les plans. Chaque détail, chaque coup était une absurdité délicieuse. Il m'a demandé de contacter mon notaire pour accélérer la vente de l'immeuble. Fais-le demain matin. Je veux signer les premiers contrats de la galerie avant la fin de la semaine. Il n'a pas demandé. Il a ordonné. C'était le point culminant, l'apogée de son illusion de pouvoir. J'ai acquiescé d'un léger mouvement de tête. Je m'en occuperai, ai-je dit. La promesse était vide, mais il l'a reçue comme une confirmation. Il a rangé ses plans, victorieux. Il ne savait pas que le seul appel que mon notaire recevrait serait pour confirmer l'exécution de sa ruine. Il est sorti pour retrouver ses amis. Je l'ai regardé partir. C'était la dernière fois qu'il quittait cette maison en homme libre. Le week-end suivant fut un exercice de haute voltige. Mes parents organisaient un dîner dans leur hôtel particulier de l'avenue Foch. Un rituel immuable. Julien y était convié, non comme un amant, mais comme une pièce rapportée que l'on inspecte. Il jouait son rôle à la perfection, charmant ma mère, parlant d'art avec une assurance feinte. Il était un acteur sur la scène de ma vie, ignorant que le dernier acte avait déjà été écrit. Le danger n'était pas lui, mais ma famille. Il connaissait la valeur du silence et la froideur des chiffres. Assis à table, entre les couverts en argent et les verres en cristal, mon père a posé la question. Sa voix était neutre, mais son regard perçait les apparences. « Alors, Julien, Adrienne nous dit que vous lancez une galerie. » Mon frère, Charles, a cessé de manger. Il a posé sa fourchette, l'analyste en lui prenant le dessus. « Une galerie? Le marché de l'art est saturé. Le rendement est faible, à moins d'avoir un angle unique, » a-t-il ajouté, purement factuel. Julien s'est rengorgé, prêt à vendre sa vision. « C'est un projet passion. Il faut croire en l'art, » a-t-il déclaré avec un lyrisme déplacé. Je sentais le piège se refermer. Mon père détestait la passion dans les affaires. Il vénérait les bilans. J'ai dû intervenir. J'ai posé mon verre. Le son clair du cristal sur la nappe a coupé court à son élan. Le projet est en phase d'évaluation, ai-je dit d'une voix égale. Nous analysons la rentabilité des artistes émergents et la valorisation des emplacements dans le Marais. Les projections préliminaires sont intéressantes. Rien n'est signé. Chaque mot était un mensonge calibré, une fumée technique pour obscurcir la vanité de son projet. J'ai vu le soulagement dans les yeux de mon père. Je parlais son langage. Celui des faits, pas des rêves. Julien, lui, semblait déçu, comme si je minimisais son génie. Il n'a pas compris que je venais de le sauver et de préserver mon propre secret. Ma main n'a pas tremblé. Mon sourire est resté une ligne fine et contrôlée. Quelques jours plus tard, la tension est montée d'un cran. Je travaillais tard dans mon bureau, ce sanctuaire où chaque objet a sa place, chaque dossier son ordre. Sur l'écran de mon ordinateur, je consultais le portail sécurisé de ma banque. Je vérifiais le transfert des fonds vers un compte de séquestre, la dernière étape avant que les huissiers ne reçoivent leurs ordres. Les chiffres verts confirmaient que l'opération était terminée. Sa ruine était désormais une simple procédure administrative en attente. C'était un moment de pure satisfaction, froid, mathématique. Soudain, la porte s'est ouverte sans qu'on frappe. Julien est entré. Il tenait 2 verres de vin. Son visage affichait une assurance nouvelle, presque provocatrice. Mon cœur n'a pas bondi. Mon pouls est resté stable. D'un simple raccourci clavier,
L'écran de la banque a disparu, remplacé par un graphique complexe d'analyse de marché pour un fonds de Singapour. Une manœuvre automatique, répétée 1000 fois. Il s'est approché, posant un verre à côté de ma main. Son regard a balayé l'écran. « Toujours en train de travailler ?» a-t-il demandé, son ton légèrement moqueur. « Je pensais que tu préparais les documents pour la galerie. » Il a tenté de regarder par-dessus mon épaule. « Montre-moi un peu ce qui occupe tant la grande Adrienne de Castellane. » C'était une incursion, une violation de mon espace. Il était à quelques centimètres de la vérité, une vérité qu'il était incapable de comprendre. J'ai pivoté lentement sur mon fauteuil pour lui faire face, mon corps créant une barrière entre lui et l'écran. Analyse de volatilité sur les marchés asiatiques, un langage qui t'ennuierait à mourir. Ai-je répondu, ma voix glaciale. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Il a soutenu mon regard une seconde, cherchant une faille. Il n'en a trouvé aucune. Il a haussé les épaules, bu une gorgée de vin et est reparti aussi vite qu'il était entré. Je suis restée immobile, écoutant ses pas s'éloigner. Un frisson m'a parcouru, non de peur, mais d'excitation. Ce jeu était dangereux, et le plaisir de le maîtriser était absolu. Le premier domino est tombé dans un restaurant étoilé du Triangle d'Or. Julien avait invité sa famille pour célébrer la future galerie. Il parlait fort, décrivant les œuvres qu'il allait acquérir, le vernissage qu'il organiserait. Assise à ses côtés, je buvais un verre de Chassagne-Montrachet. Je n'écoutais pas ses mots, mais le tempo de son arrogance. Il était au sommet de son illusion. Le serveur a apporté l'addition sur une ardoise discrète. Julien a sorti une carte de crédit noire, celle liée au compte principal que j'alimentais. Il l'a tendue avec un geste théâtral. Le serveur est revenu quelques minutes plus tard, le visage fermé. « Je suis désolé, monsieur. La carte a été refusée. » Un silence glacial est tombé sur la table. Julien a ri, un son nerveux et forcé. « Impossible. Réessayez. » Le serveur a hoché la tête, déjà mal à l'aise. Le second refus a été plus rapide. La panique a commencé à poindre dans les yeux de Julien. Son sourire s'est figé. « Il doit y avoir une erreur, » a-t-il murmuré, fouillant son portefeuille pour une autre carte. Elle a également été refusée. Le sang a quitté son visage. Sa famille le fixait, les sourires évaporés, remplacés par une gêne palpable. Je me suis penchée vers lui, mon visage une étude de l'innocente confusion. « Un problème, mon cher? Tu veux que je m'en occupe ?» Mon offre était une insulte déguisée en aide. Il a secoué la tête, humilié, et a finalement sorti une carte de débit personnelle. Elle est passée. Le soulagement sur son visage était pitoyable. Il n'a pas compris que ce n'était pas une erreur technique. C'était le premier avertissement, la première fissure dans la glace sous ses pieds. De retour à la villa de Neuilly, l'atmosphère était électrique. Le trajet en voiture s'était fait dans un silence de mort. La famille de Julien était assise dans le salon, non plus comme des invités, mais comme un tribunal. Son père, un homme habitué à des victoires plus modestes mais plus sûres, a été le premier à parler. « Explique-nous ce qu'il s'est passé, Julien. » Sa voix était dure. Julien, acculé, s'est tourné vers moi, la fureur remplaçant la panique. « C'est toi. Tu as fait quelque chose. » Ce n'était pas une question, mais une accusation. Il a enfin compris que je n'étais pas une spectatrice. J'étais l'architecte. « Qu'aurais-je pu faire, Julien ?» ai-je demandé, ma voix calme contrastant avec la sienne. « Je n'ai aucun contrôle sur tes comptes personnels. »« Ne joue pas à ce jeu avec moi, Adrienne » a-t-il crié, s'approchant de moi. « L'argent de la galerie, la vente de l'immeuble, tu as tout bloqué. » Sa mère a poussé un petit cri. Son frère le regardait, l'air de dire « Je te l'avais bien dit ». Il connectait les points. Ma patience, mon silence, mon récent voyage à Genève. Tout devenait suspect.
J'ai soutenu son regard, sans ciller. Je n'ai rien bloqué, j'ai simplement cessé de garantir tes dettes. La phrase a eu l'effet d'une détonation. La vérité, simple et brutale. Il m'a saisi le bras, ses doigts se crispant sur le tissu de ma veste. Tu n'as pas le droit. Juste à ce moment, la sonnette a retenti. Un son clair, impérieux, qui a traversé la pièce. Tout le monde s'est figé. Je n'ai pas eu besoin de regarder vers la porte. Je savais qui était là. J'ai lentement dégagé mon bras de son emprise. Mon regard s'est posé sur lui, un dernier regard de pitié froide. Le droit ne t'appartient plus. Dehors, dans l'allée, l'ombre d'un huissier de justice se dessinait derrière la porte vitrée. Le spectacle privé était terminé. Le rideau allait se lever sur la scène publique de sa chute. Mon téléphone vibre sans interruption sur le bureau en acajou. Je ne regarde même plus l'écran. C'est une symphonie de panique. Julien, son père, son frère, même sa mère. Leurs noms clignotent en une litanie désespérée. Je ne réponds pas. Je laisse leurs voix s'accumuler sur ma messagerie, des strates de rage et d'incompréhension. De mon bureau surplombant la scène, leur chaos n'est qu'un écho lointain, une donnée abstraite. Le son des hurlements de Julien, capturé par le microphone, est particulièrement pur. C'est le bruit d'un roi déchu qui découvre que son royaume n'a jamais été qu'un décor en carton. Dehors, je sais que l'huissier est entré. Je peux imaginer la scène, le silence glacé de la famille, le choc sur les visages, le poids du papier officiel qui passe de main en main. L'humiliation publique est une arme chirurgicale. Ils parlent de trahison, d'inhumanité. Ils oublient les mois d'abus, l'arrogance, l'insulte finale de vouloir dépecer mon empire pour financer un caprice. Ils ne voient pas l'analyste qui a liquidé un actif toxique. Ils ne voient qu'une femme qui a refusé de jouer le rôle de la victime. Mon plan n'était pas une vengeance, c'était une correction du marché. Le retour à l'ordre. Leurs appels continueront toute la nuit. Demain, ils contacteront des avocats. Ils découvriront que chaque contrat est blindé, chaque clause irréfutable. Ils réaliseront qu'ils ne se sont pas battus contre une amante bafouée, mais contre une institution financière. Leurs cris s'éteindront, remplacés par le silence pesant de la dette. Ils m'appellent un monstre, mais mon empire est intact. Mon compte en banque est plein. Qu'auriez-vous fait à ma place? Quand votre propre générosité devient l'arme de votre destruction, la pitié est-elle encore une option? Auriez-vous eu la force de les regarder se noyer après leur avoir retiré la bouée que vous leur aviez lancée?